Il est 23 h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres. Le chef de l'État a reçu ce mardi une délégation du FMI présente à Abidjan dans le cadre de la deuxième revue du programme économique et financier triennal soutenu par le FMI. La délégation est allée faire le point de sa mission au chef de l'État. Ouverture ce mardi du Salon de l'architecture et du bâtiment Archibat 2017 en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Du rêve à la réalité, c'est le thème de cette édition. Et puis à Guiglo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, le conflit foncier qui perdure dans la forêt classée de Gouin-Débé fait peser de sérieuses menaces sur la cohésion sociale. Nous en parlerons tout à l'heure avec Eve Boué. Mais avant, je vous le disais en titre, le chef de l'État a reçu ce mardi une délégation du FMI présente à Abidjan dans le cadre de la deuxième revue du programme économique et financier triennal soutenu donc par le FMI. Cette délégation est allée faire le point de sa mission au président Alassane Ouattara. Présente à Abidjan depuis le 19 septembre pour mener les discussions avec le gouvernement sur le programme élargi et de facilitation de crédit, la délégation du FMI, au terme de sa mission, a été reçue ce mardi 3 octobre par le président de la République au palais présidentiel. Était présent à cette audience le Premier ministre, ministre de l'économie et du budget, Amadou Gon Coulibaly. Au terme des observations qu'elle a pu mener sur le terrain et des discussions qu'elle a eues, la mission émet un avis favorable sur la santé de l'économie ivoirienne, malgré la chute du prix du cacao dont la Côte d'Ivoire est premier producteur mondial. La mission exhorte toutefois les autorités ivoiriennes à poursuivre au plan des réformes structurelles de l'économie. Malgré la chute des prix du cacao, de solides performances économiques sont poursuivies en 2017 et les perspectives pour 2018 et le moyen terme demeurent bonnes. L'inflation devrait rester modérée à environ 1%. Le déficit budgétaire devrait se situer à 4,5% du PIB en 2017. En outre, le FMI, la mission du FMI et les autorités ivoiriennes se sont accordées sur des mesures de politique budgétaire pour le budget 2018. Ces mesures devraient permettre atteindre un déficit de 3,75% du PIB en 2018 et une convergence envers le norme du déficit régional de l'UMOA de 3% du PIB en 2019. L'équipe et les autorités se sont accordées sur la nécessité de préserver la viabilité des finances publiques et de la dette, tout en créant de l'espace nécessaire pour financer le programme d'investissement du Plan national de développement 2016-2020. L'équipe et les autorités soulignent la nécessité d'accélérer les réformes structurelles pour maintenir une croissance forte, soutenue et inclusive. Cette deuxième revue, dans le cadre du programme élargi et de facilitation de crédit, se veut rassurant quant au niveau d'endettement de la Côte d'Ivoire. La mission n'a pas tiré la sonnette d'alarme à ce sujet. Un reportage signé Viviane Aimé. Ouverture ce mardi du Salon de l'architecture et du bâtiment Archibat 2017. C'était en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Du rêve à la réalité, c'est le thème de cette édition. On en parle avec Herman Guivet. Design futuriste, architecture fantaisiste et projet immobilier conçus à la mesure des rêves, mais surtout du portefeuille du demandeur. Voici en quelques mots le sens de la plus-value proposée aux visiteurs de Archibat 2017. Nous souhaitons faire de chaque visiteur un consommateur averti, de l'amener à comprendre comment passer du rêve, de l'architecture à la réalité et améliorer son cadre de vie. Pour le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, ce salon offre aux visiteurs l'opportunité de se frotter aux professionnels du bâtiment. Cet événement, par l'engouement qu'il suscite au niveau national et sa portée internationale, démontre toute la vitalité du secteur du bâtiment et de la construction, un des moteurs
transversaux de la croissance économique de notre pays. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a rappelé l'intérêt de ce salon. L'Ordre national des architectes de Côte d'Ivoire entend apporter sa contribution à l'émergence d'une urbanisation maîtrisée et d'un développement durable. Pour sa part, le gouvernement mettra l'accent sur une plus grande implication des architectes à la conception, au financement et à la réalisation des grands projets structurants d'infrastructures et du bâtiment. Amadou Gon Coulibaly a ensuite visité plusieurs stands. Chefs d'entreprise et exposants de ces stands sont heureux de participer à ce salon de l'architecture et du bâtiment. La CIE affirme tous les jours dans ce genre d'organisation, de salon, la présence de la compagnie ivoirienne d'électricité aux côtés des populations, aux côtés des professionnels. Il est important de participer à ce genre de salon pour porter l'information aux Ivoiriens pour qu'ils viennent massivement. 10 000 mètres carrés d'espace d'exposition contre 5 000 en 2007. Le comité d'organisation du Salon de l'architecture et du bâtiment pour cette édition a décidé d'étendre le champ de sa vision, offrir aux exposants et visiteurs venus de plus de 15 pays d'Afrique, d'Asie et d'Europe le dernier cri en termes d'innovation pour ce qui concerne l'architecture et le bâtiment. Les enjeux de la transformation numérique au cœur d'une conférence. L'activité s'inscrit dans le cadre de l'Africa Forum Abidjan. C'est une plateforme d'échange entre entrepreneurs européens et africains. Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique était à cette conférence. Franck Wadio. Les enjeux et les défis sécuritaires en matière de transformation du numérique, thème au cœur de cette deuxième journée des rencontres Africa édition 2017. Le numérique améliore plus rapidement que d'autres solutions les conditions de vie des populations. Le numérique facilite l'éducation, le numérique aide dans la santé, dans l'agriculture, etc. En clair, le numérique est un accélérateur de développement. Et le ministre de l'économie numérique, Bruno Dabagné-Koné, au nombre des panélistes, a tenu à le relever. Nous continuerons à développer les solutions de sécurité, telles qu'elles existent au niveau des machines, au niveau des solutions, etc., au niveau des comportements humains. Mais en même temps, nous travaillerons surtout résolument à développer les services. Une constante partagée aussi par les intervenants, celle que l'Afrique sera pour demain le terreau de la révolution numérique. Tout ce qui est les nouvelles monnaies et la dématérialisation de la monnaie, toutes les nouvelles plateformes dans le domaine de l'e-agriculture, dans le domaine de l'e-santé, il y a énormément de nouveaux champs d'investissement dans lesquels finalement les entrepreneurs africains, les innovateurs africains, les start-upers africains peuvent assumer un leadership. Mais pour une élite à même de développer et innover des concepts rattachés aux réalités africaines, il faut une politique de formation efficace. En Côte d'Ivoire, le groupement des opérateurs du secteur TIC a son idée. Et pour ce faire, on a proposé la formule qui est le passeport TIC, qui est un sésame qui permettrait à chaque individu de pouvoir accéder à la société de l'information, c'est-à-dire savoir pratiquer de l'Internet, savoir utiliser un réseau social, savoir ce que c'est qu'un matériel informatique, etc. La question du numérique, mais aussi plusieurs thèmes abordés lors de ces conférences plénières, de ces rencontres Africa. La prochaine étape, le Kenya et la Tunisie. À Diglo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, un conflit foncier perdure dans la forêt classée de Gouin-Débé et fait peser de sérieuses menaces sur la cohésion sociale dans cette région. Planteurs baoulés et jeunes ouais installés sur le site sont à couteau tiré et de nouveaux heurts ont été enregistrés. Evoué. Diglo, cours de la préfecture ce mardi 3 octobre 2017. De nombreux déplacés présents depuis ce matin, pendant que d'autres continuent d'affluer. Ce sont des baoulés opposés à des jeunes ouais dans un conflit foncier dans la forêt classée du Gouin-Débé. Les gens sont rentrés chez nous pour nous agresser, casser les maisons, brûler les maisons. Donc on est tombé en brousse. Moi, j'ai fait 3 jours en brousse. C'est hier que je suis sorti. Ils ont tout pris, ils ont ramassé tout. Il n'y a rien, on n'a même pas... Moi-même, je suis venu avec ma seule chemisette. Mais si le gouvernement peut nous dédommager un peu pour soulager nos élèves scolarité,
c'est notre choix. De nombreux déplacés et aussi des blessés graves. On était 3 qu'on nous a pris. C'était le plus grand. On a pris la route d'un bas-fond. Quand on a travaillé, c'est une rivière. Ils m'ont dit, bon, toi, rentre en brousse ici. Et dès qu'il m'a vu, en même temps, il n'a pas toléré, en même temps, il a tiré. Les humanitaires évaluent ces personnes à 3000. Ils sont sur 4 sites. Le site de la préfecture, le site actuel, le site du centre social, le site du foyer des jeunes et un 4e site est en train de se préparer à la mairie. Il faut dire que la Croix-Rouge est débordée. Dans un premier temps, nous procédons au recensement des déplacés. Nos équipes sont en activité pour recenser tous ceux qui ont accès aux différents sites. Et le deuxième volet, c'est la couverture sanitaire. Nous vous apprenions que 2 femmes ont accouché pendant le voyage. Dès qu'elles sont arrivées ici, la Croix-Rouge les a référées à un hôpital où elles ont suivi des soins. Et l'urgence, il faut qu'on nous essayons d'installer des citernes à eau potable. Parce que s'il n'y a pas d'eau potable, très rapidement, le choléra va se répandre. Il faut le rappeler, ce conflit foncier opposant des planteurs baoulés aux jeunes ouais connaît des multiples rebondissements. Déjà, une délégation ministérielle a effectué le déplacement sur place pour le règlement. Et les élus et des cadres ont aussi conduit des négociations. Les accords trouvés chaque fois sont remis en cause et le conflit s'est déporté dans les sous-préfectures des Eaglo et des Kade, des sous-préfectures situées loin de la forêt classée du Gwendébé. Et le dossier de ce soir s'intéresse aux activités de la CIPRA, présente depuis maintenant près de 40 ans, donc depuis 1976, sur la chaîne de production de la volaille en Côte d'Ivoire. La société ivoirienne de production animale, CIPRA, exporte désormais son savoir-faire dans la sous-région, notamment au Burkina Faso. Mais comment s'y prend le géant pour s'imposer sur le marché ouest-africain de la volaille? Didier Nguessan et Christelle Menant se sont intéressés au sujet. Regardez. Impossible de sillonner les rues de Ouaga en soirée sans se faire taquiner le nez par des effluves de poulet en cuisson. Flambé, grillé, télévisé ou à l'ail, le poulet bicyclette est un des arguments touristiques du Burkina Faso. Mais depuis quelques années, ce maigre poulet à la chair très ferme dispute le grill au poulet de chair. Un poulet plus charnu, à l'origine un poussin né en milieu industriel. Comme en Côte d'Ivoire, dans une des fermes de reproducteurs du groupe CIPRA. Vous voyez F10 et puis vous voyez la date de ponte de l'œuf. Le groupe CIPRA en Côte d'Ivoire, c'est la chaîne de restauration rapide Tweet et les marques Coquivoire, Ivograin et Ivoire Poussin. Cette dernière est le premier maillon de la chaîne d'activité du groupe. Les reproducteurs sont au cœur de l'industrie avicole. Quand vous avez des reproducteurs, alors vous pouvez obtenir des poussins. Et parce que vous avez des poussins, l'industrie de la fabrication de l'aliment peut être mise en marche. De là, sortent chaque mois plus de 20 millions de têtes duveteuses. Les poussins invendus seront élevés dans les fermes du groupe, nourris par une partie de la production de l'usine Ivograin. Après 5 semaines en moyenne, les poulets sont transformés et proposés en charcuterie, en entier ou à la découpe. Les œufs non fécondés issus des pondeuses sont commercialisés. Enfin, une partie des poulets de Coquivoire sont proposés au menu de la chaîne de restauration Tweet. De l'œuf au poulet, le groupe CIPRA, c'est en 2016 plus de 70 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Retour au Faso, les hommes intègres consomment plus de 30 millions de poulets par an. Bien que chaque famille, surtout en zone rurale, dispose d'un élevage traditionnel de poulets, les besoins en volaille ne sont pas totalement couverts. Le prix du poulet bicyclette flambe, les importations de poulets congelés croissent et l'élevage de poulets de chair occupe de plus en plus d'espace. Jusqu'il y a peu, le groupe CIPRA exportait des poussins depuis la Côte d'Ivoire pour les éleveurs du Burkina Faso. Mais depuis 2016, sous le nom de Sobupra, le groupe y a installé un couvoir pour réduire les coûts et les pertes liées à l'exportation de poussins. Mais c'est surtout une porte d'entrée stratégique pour conquérir le marché burkinabé. Nous avons voulu développer une activité de production localement, supprimant l'étape de perte de productivité avec des mortalités liées au transport. Le couvoir est installé sur un site de 10 hectares à 30 km de Ouagadougou. Chaque année, Sobupra fournit près d'1 million de poussins aux éleveurs du pays. En plus des poussins, la société les approvisionne aussi en aliments volailles, produits par l'usine ivoirienne Ivograin. L'idée à terme est de reproduire la même recette de son succès en Côte d'Ivoire.
une chaîne intégrée de production et de transformation de la volaille. La Sobupra, dans 5 ans, sera constituée au moins d'un couvoir, 2 fermes de reproducteurs et d'une usine d'aliments de bétail. Parce que nous avons la volonté de fournir tous les intrants aux éleveurs burkinabés. Et nous pensons que c'est à ce prix que cette filière pourra être compétitive et répondre aux défis qui se présentent à elle. La ferme DL est un des clients de Sobupra, en poussins et en aliments de volaille. Depuis décembre 2016, près de 10 000 poussins ont été élevés dans ces locaux modernes. Les propriétaires ont investi près de 150 millions de francs CFA. L'investissement couvre la ferme et aussi le magasin. Tous les poulets issus de la ferme sont transformés en arrière-boutique avant d'achalander les vitrines réfrigérées de la boutique. Nous avons retenu les espèces proposées par Sobupra parce que de toute évidence, ce sont les plus performantes sur le marché. Et quand vous voyez la cuisse qui est en train d'être désossée, la quantité de viande, c'est tout à fait intéressant et capable d'intéresser la clientèle du Burkina. Le Burkinabé moyen, encore très attaché au poulet bicyclette, n'est pas le cœur de cible de la ferme DL. Jean-Claude, le propriétaire, s'adresse principalement aux collectivités et restaurants, plus particulièrement aux sociétés de restauration minière installées au nord du pays, demandeurs en chair de poulet plus importante et prête à l'usage. Mais nous avons aussi la volonté de faire des propositions de produits fumés qui sont très prisés en ce moment. Et nous avons aussi la perspective de faire des propositions pour du steak haché à partir de la viande de poulet. Comme de nombreux investisseurs internationaux intéressés par la prometteuse filière avicole burkinabé, le groupe Cipra table sur la croissance démographique du Burkina et sur la place du gallinacé dans le cœur des hommes intègres. À Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, on consomme plus de 50 000 poulets par jour. Et ici, à Abidjan, les acteurs du secteur de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de la sylviculture sont en atelier en ce moment même à Grand-Bassam. Ils finalisent le document du PENIA 2. Il s'agit du programme national d'investissement de la 2e génération qui est donc en chantier. On en parle avec Noël Niagno. Après la validation du bilan du PENIA 1, programme national d'investissement agricole de première génération, le 31 mai dernier, bilan qui a souligné la qualité du défrichage des champs de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'aquaculture et de la sylviculture. Voici venu le PENIA 2. Le PENIA 2e génération consistera à labourer le terrain que nous avons défriché avec le premier PENIA, à faire un nivellement, une bonne préparation qui soit prête à recevoir de la semence pour avoir des meilleures récoltes. Et bien entendu, le défrichement nous a permis, à partir des acquis positifs et des insuffisants, d'identifier les différentes composantes de la qualité du sol, de sorte que nous puissions, pour avoir de bonnes récoltes, procéder à un assolement rationnel, qui consiste à mettre la spéculation qu'il faut sur le sol qu'il faut, à l'endroit où il faut et au moment où il faut. Pour cette bonne récolte, après une bonne identification des meilleurs sols et de la bonne semence, les acteurs des secteurs de l'agriculture, de la production animale et halieutique, des eaux et forêts, du développement durable et les partenaires techniques et financiers sont à nouveau en conclave. Cela pour 3 jours. Objectif, travailler à la transformation structurelle des secteurs agricoles et formuler un programme national d'investissement agricole de 2e génération avec un maître mot, le changement de mentalité et une doléance aux partenaires techniques et financiers afin d'aider à la réussite de sa mise en œuvre. Notre souhait est que nos partenaires techniques et financiers acceptent d'améliorer la capacité de mise en œuvre de ce qu'ils nous donnent et de le contrôler et de suivre. Soulignons que le PENIA 2 couvre la période 2017-2025, soit 8 ans. On évoque à présent le règlement de la dette intérieure de la Côte d'Ivoire, chose promise, chose due. L'État a décaissé, vous vous souvenez certainement, il y a quelques jours seulement 734 milliards de francs CFA pour payer ses fournisseurs. Mais comment va se faire le paiement? Le payeur général l'a expliqué ce matin, il était au micro de Francis Boifou. Les composantes de l'économie ivoirienne ont connu des soubresauts, mais le président de la République a décidé de ne pas réduire la dette intérieure. Elle se fait payer. De janvier à août 2017, 734 milliards de francs CFA ont été décaissés par le gouvernement pour apurer la dette des fournisseurs de l'État. Au-delà du respect des engagements envers les prestataires,
le Trésor public a mis en place un dispositif flexible de paiement. À l'époque, on allait voir les trésoriers. On est assis dans la salle d'attente, on nous recevait un à un. C'est tout un ministère. Mais au jour d'aujourd'hui, quand la facture est prise en charge, c'est une opération essentielle. 92 jours après, tu es payé. Il y a 5 à 10 ans, on avait des dépassements de 1 an, 2 ans, avant que nos factures ne soient payées. Mais disons, depuis 3 à 4 ans, la régularité s'est installée. 90 jours maximum, c'est le délai que se fixe le Trésor public pour le règlement d'une facture suivant un circuit. D'abord, vous avez l'administrateur de crédit, c'est celui-là, le chef d'unité administrative, qui procède à la commande. Ensuite, vous avez, bien sûr, le directeur des affaires financières du ministère, qui va procéder donc à l'ordonnancement, n'est-ce pas, de la dépense. Mais bien sûr, nous avons un grand contrôleur qui procède donc au contrôle de la dépense, déjà qu'on appelle un contrôle a priori. Et enfin, n'est-ce pas, le quatrième acteur, qui est le comptable public, qui va procéder à la validation des premières opérations effectuées par donc, les acteurs en amont et qui va donc rendre totalement exigible la dépense à partir donc, de la prise en compte. Seule préoccupation pour certains opérateurs, la prise en charge de la facture. Elle n'est pas systématique au niveau du Trésor. Donc, ça fait que si tu as mis 1 mois ou 2 mois que tu n'as pas fait ta prise en charge, quand tu viens, tu es en retard de 2 mois parce que le compteur se met en marche à partir de la prise en charge. C'est la faute à qui, madame? Ah ben là, je ne sais pas. Le dispositif que nous mettons, c'est donc de l'informer, n'est-ce pas, désormais en ligne via donc notre site web dédié aux fournisseurs. En ligne, ils pourront effectivement savoir si leurs dossiers sont pris en compte et quels sont les délais, n'est-ce pas, de paiement de leurs dossiers. Pour l'exercice 2017, la commande publique est estimée à plus de 2500 milliards de francs CFA. Le phénomène des enfants en rupture sociale prend des proportions. Pour donc tenter de résoudre la question, un comité multisectoriel vient d'être mis sur pied, comité donc de lutte. Pour en savoir davantage, on suit ce reportage de Herman Guivet. Autour d'une table, plusieurs membres et directeurs de cabinets de différents ministères, des premiers magistrats de communes réfléchissent sur une question qui interpelle la société dans son ensemble, le phénomène des enfants en difficulté avec la loi. Des adolescents dont l'âge est compris entre 9 et 17 ans et qui, sous l'effet de stupéfiants, en bande organisée, s'en prennent à la quiétude des populations. L'objectif de cette rencontre est d'activer le comité multisectoriel de lutte contre le phénomène des enfants en rupture sociale, tel que décidé par le Conseil des ministres en sa séance du 27 septembre 2017. Tous ont bien conscience du travail à accomplir, chacun à leur niveau. Tous les phénomènes qui ont été décrits ici, ça prend appui peut-être dans nos établissements. Nous avons été heureux d'apporter aussi notre point de vue, notre lecture de ce phénomène-là pour qu'une prise en compte efficace soit faite. La police appuyée de la gendarmerie, des forces armées de Côte d'Ivoire, du CCDO, nous allons prendre notre part, n'est-ce pas, dans la résolution du problème. Tout ce qui touche les enfants touche le ministère de la Femme, touche la famille, touche leur éducation. C'est pour cela que l'action ne peut pas seulement être mise sur le volet sécuritaire. Donc nous avons le devoir de vraiment aider la société à pouvoir prendre en charge ces enfants, à pouvoir trouver des solutions pour l'équilibre de tout le monde. On ne peut pas de façon isolée lutter contre cette problématique-là. Donc il faut l'envisager dans une perspective globale. Cela nécessite forcément une synergie d'action et c'est en ce sens-là que le ministère d'État, le ministère de la Défense est sollicité. Il ressort de cette réunion que le phénomène des enfants en difficulté avec la loi ne relève pas seulement du cadre sécuritaire. Il s'est agi pour les participants à cette réunion de recenser les programmes et projets intégrés de prise en charge des enfants en rupture sociale, de s'interroger sur les difficultés recensées en vue de leur mise en œuvre, avec pour objectif final de faire des propositions au gouvernement. Et on parle de sécurité toujours. La Commission nationale de lutte contre la prolifération illicite des armes légères et de petit calibre en collaboration avec le secrétariat du Conseil national de sécurité était récemment en atelier, 3 jours de réflexion pour valider les résultats de l'évaluation des outils et procédures de contrôle des transferts d'armes. Et c'est avec Abou Sanogo qu'on en parle.
Au centre de cette rencontre, la validation des résultats de l'étude d'évaluation des outils et procédures de transfert des armes et munitions en Côte d'Ivoire. Ce conformément au traité sur le commerce des armes ratifié par la Côte d'Ivoire le 26 février 2015. Ce traité vise à instituer les normes communes les plus strictes possibles aux fins de réguler ou d'améliorer la réglementation du commerce international d'armes classiques. Le suivi de la mise en œuvre du traité sur le commerce des armes est effectué par la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre en liaison avec le secrétariat du Conseil national de sécurité. Aujourd'hui, il est question de mettre en œuvre les recommandations de ce test international. Pour le faire, il est important que nous puissions visiter nos lois, nos tests qui sont d'application chez nous ici, pour une comparaison avec les recommandations de ce traité. Sans dénier aux États le droit d'assurer leur sécurité, la mise en œuvre du TCA est un instrument pour contribuer au maintien de la paix. Le TCA, au regard de son objet et son but, apparaît fort et équilibré en ce qu'il pose les fondations pour un commerce des armes responsable. Mais l'entrée en vigueur et la mise en œuvre du traité sur le commerce des armes induisent une harmonisation du cadre législatif et réglementaire et une révision des outils et procédures de transfert des armes et munitions. Les travaux vont durer 3 jours. La nouvelle grille des programmes de Fréquence 2 est lancée, classée parmi les 5 radios les plus écoutées en Côte d'Ivoire. Fréquence 2 veut s'offrir la première place. Et pour la directrice Mariam Koulibaly, eh bien, Fréquence 2 réunit toutes les conditions pour être la meilleure des FM. Isaïo. Rentrée des classes à la radio Fréquence 2. Une nouvelle grille des programmes pour mieux captiver et servir les nombreux auditeurs. Isaac Dosso pour démarrer ce lundi. Un nouveau challenge tout aussi ambitieux et palpitant avec l'émission Les Matins d'Isaac, entre 6h et 9h. Alors Yves, tu as écouté l'extrait? Yves, qui parle sur cet extrait-là? C'est Satou Diallo, c'est ta proposition. Yves, merci de nous avoir appelés. Agréable journée à l'écoute de Fréquence 2. Pour ce nouveau souffle, une invitée de taille, l'artiste José, l'une des meilleures voix féminines en ce moment en Côte d'Ivoire. Tu veux dire que le gars là, tu l'as pris au sérieux? Au sérieux. Tu veux dire que le gars là, tu l'as pris au sérieux? Au sérieux. Il a mis tout dans ton oreille, mais son derrière grillot. Prissy, la dégameuse, chroniqueuse à l'émission C'est Midi, est là pour apporter sa touche de bonne humeur aux auditeurs. Je dis, l'avenir appartient à celui qui écoute la matinale. Ma chérie, ton mari te trompe, écoute la matinale, il y a des solutions pour toi. Bien-aimé, toi qui me regardes ce matin, tu n'as pas de boulot. Écoute la matinale. Place publique, une autre émission tout aussi prisée sur les antennes de Fréquence 2. Les comédiens croquent l'actualité avec beaucoup d'humour. C'est la rentrée sur Fréquence 2, oui, la rentrée des émissions, nouvelle saison bien sûr de Place Publique. Place publique, je cherchais ça depuis longtemps. Je suis venu, regardez, des hommes seulement. Mais est-ce que j'étais attaqué? Parce qu'il n'y a même pas parlé de biche royale. J'ai complété ta phrase. Attends, je dis... Non, parce que où je suis là, où tu m'attaques. Le confort de l'écoute n'est pas oublié dans cette nouvelle grille des programmes. Concernant le son, il y a une très grande amélioration. Mes collègues et moi, concernant l'exploitation, nous sommes prêts pour le meilleur. Fréquence 2, déjà dans le top 5 des radios les plus écoutées, veut être la FM leader en Côte d'Ivoire. Ce nouveau programme et la ressource humaine de qualité permettront de gagner encore des places dans le classement. Nous avons mis un point d'honneur à enrichir nos contenus. Nous nous sommes attelés à consolider les acquis. Donc ce qui marche bien reste à l'antenne, notamment au niveau des quotidiennes. Donc on retrouvera le matin dès 6h du lundi au vendredi les matins d'Isaac. Warren FM, qui est un peu le reflet des transports en commun sur nos antennes, également de retour dès 9h et cela jusqu'à 10h. Et puis le grand jeu pour permettre à nos auditeurs de repartir avec des lots et pas des moindres. Outre les matins d'Isaac et Place Publique, d'autres émissions tout aussi alléchantes attendent les auditeurs de Fréquence 2, la fréquence jeune.
hors de chez nous, et ce sera en image pour terminer. La Catalogne où la tension ne baisse pas, la Catalogne qui est en grève pour défendre ses droits et dénoncer les violences policières de dimanche dernier. Lors donc du référendum interdit, les manifestants ne lâchent pas prise. Le président catalan, lui, demande une médiation internationale. Voilà qui met un terme à ce journal. Je vous retrouve demain, même heure.